Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Léo et je suis mécanicien sur le bateau. Et Doug, ça marche. Vous nous entendez encore? Ouais, super. Ok. Et alors, je m'appelle Douglas et je suis biologiste marin à bord du bateau. Là, ça fait 2 mois et demi que je suis embarqué. Et mon rôle à bord, c'est de travailler avec les 4 autres scientifiques pour appliquer toutes les études de biologie marine et d'études du microbiome. Léo, tu peux peut-être décrire ton travail de mécanicien à bord du bateau? Ouais, alors le bateau, en fait, c'est un peu comme une petite usine. Donc, c'est-à-dire qu'on est autonome, on produit notre électricité, notre eau. On doit faire tourner les machines, les moteurs pour avancer quand il n'y a pas de vent, pour avoir de l'électricité pour, par exemple, pour envoyer le treuil aller pêcher de l'eau au fond, hein. Donc voilà, ben, tout ça, ça nécessite de s'en occuper, de faire un peu d'entretien. Voilà, donc moi, je m'occupe de ça. Super, génial. Eh ben, merci beaucoup. Alors, les classes, alors, je vous invite à poser vos questions. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, soit en levant la main avec la petite icône main levée, soit en posant une question. Alors, il y a plein de mains qui se lèvent. Donc, on va commencer par la classe de Stéphane Lacouture. Donc, j'active votre son, Stéphane. Je vous invite à présenter, enfin, l'élève qui va poser une question, je l'invite à se présenter, à donner son nom. Et ensuite, on vous écoute. Donc, ça doit fonctionner. Est-ce que vous pouvez attraper des maladies à cause du microbiome? Bonjour, alors c'est une bonne question, mais la réponse a priori est non. En fait, on l'appelle microbiome, c'est un nom qui peut faire peur. En fait, le microbiome, Doug, il vous en parlera mieux que moi, mais en fait, c'est tout ce qui est dans l'eau, à une échelle trop petite pour qu'on le voit à l'œil nu, mais qui est très 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 important en fait pour l'équilibre de tout ce qui vit dans l'eau, quoi. En fait, l'eau de mer, elle a plusieurs caractéristiques. Elle a une température, une salinité, un taux en oxygène, plein de choses spécifiques. Et surtout, dedans, il y a des milliards et des milliards d'êtres qui vivent. C'est des cellules, des virus, des bactéries. Il y a le plancton qu'on ne voit pas. Et en fait, quand on parle de microbiome, c'est tout ça. Et en fait, bah, voilà, à la mer, si vous êtes déjà allé à la mer, vous baignez, ça vous est sûrement arrivé de boire la tasse. Bon, c'est pas forcément très agréable, mais pour autant, on n'en meurt pas, quoi. Donc, à mon sens, on ne peut pas attraper de maladie en étudiant le microbiome. Ouais, c'est vrai, et même au contraire, le microbiome, il est garant de la bonne santé des océans. Voilà, c'est lui qui fait partie intégrante des océans. Et un océan en bonne santé, c'est un océan avec un microbiome qui est bien protégé et lui aussi en bonne santé. Voilà, c'est un peu comme nous, dans notre corps, on a aussi des micro-organismes qui vivent avec nous. Et si nous quittent, si on a un problème avec ces micro-organismes, on va tomber malade. Et donc, c'est important de prendre soin de ces micro-organismes-là. Donc, le nom microbiome, en fait, il a été un peu copié sur ce qu'on appelle le microbiote. Donc, le microbiote intestinal, c'est toutes les cellules à l'intérieur de nous. Parce qu'on est constitué de milliards d'êtres vivants à l'intérieur, des bactéries, etc. Qui nous aident, en fait, qui nous aident à digérer, qui nous aident à faire tout ce que le corps fait, le métabolisme du corps, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Super, Merci. génial. Merci à toi. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Madame Anjar. Voilà, vous pouvez pas présenter dire votre nom et poser votre question. Donc alors, je vous envoie une demande d'activation du son. Normalement, il faut cliquer sur un petit bouton. Et si ça fonctionne pas, ah voilà, ça marche. Vas-y, ça le fait. Bonjour, comment vous êtes lancé dans ce métier? Ah, c'est une bonne question. Et ben moi, il y a un moment où j'avais envie de travailler un peu avec un peu plus de liberté, d'être pas forcément tout le temps assis dans un bureau, de voyager. Et du coup, moi, j'ai choisi d'être marin professionnel. J'ai choisi ça il y a 10 ans maintenant. Et voilà, bah, c'est des formations, c'est après le bac. Et il y a plein de gens sur le bateau qui arrivent d'univers différents. Il y en a qui ont commencé à faire de la voile, donc, par exemple à l'école des Glénans. Il y en a qui viennent comme moi plutôt de la marine marchande.
Voilà. Ouais, bah moi aussi, j'ai fait ce choix il y a un peu plus de 10 ans parce que j'étais passionné du milieu marin et de comprendre comment vivent les animaux marins ou les microalgues, comment vit le microbiome. Ça me passionnait déjà depuis que j'étais adolescent et donc j'ai décidé de faire de la biologie marine mon métier parce que j'avais vraiment une curiosité de comprendre comment la vie marine s'organisait et comment fonctionnent les océans. Super, merci. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. 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 Merci à toi. Merci. N'oubliez pas de vous présenter quand vous posez votre question. C'est toujours sympa de connaître votre nom. Alors maintenant, on va aller dans la classe d'Evelyne Lett. Alors, donc j'active votre son. Alors, il faut appuyer sur le petit bouton d'activation du son. Et si ça ne fonctionne pas, je vous invite. Ah voilà, ça doit marcher. On vous écoute. Je m'appelle Nathan, j'ai 17 ans. Et quelle étude avez-vous fait pour faire ce métier de chercheur sur le bateau? Et comment avez-vous pu pour faire partie de l'équipage Tara? Ok, salut Nathan. Alors j'ai fait après le bac, alors moi j'ai eu un parcours un peu bizarre. J'ai fait un bac économique et social. Après j'ai fait une année de césure, mais j'ai repris une licence en biologie parce que j'avais du coup cette forte envie de faire de la biologie marine. J'ai fait une licence en biologie à Paris, à l'université Pierre et Marie Curie, qui est une très bonne université pour faire de la biologie et notamment de la biologie marine. Et donc après une licence en biologie, je me suis spécialisé avec un master en océanographie et environnement marin. Je crois que depuis il a changé de nom, mais c'est le master d'océanographie de l'université Pierre et Marie Curie. Et les enseignements se font dans les stations marines de Bagnoux-sur-Mer, Roscoff et Villefranche-sur-Mer. Donc c'est une formation qui est très riche, très complète, pendant 2 ans de master pour se spécialiser sur le milieu marin, avec un parcours très recherche. Voilà. Et quand j'ai terminé ces études, maintenant ça fait environ 5 ans que je travaille en tant qu'ingénieur d'études. Je ne suis pas chercheur, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de thèse, je n'ai pas fait un doctorat. Donc je me suis arrêté au stade de master pour être ingénieur d'études. Et donc mon rôle à bord, c'est surtout d'être dans l'opérationnel, de m'assurer que tout le monde à bord fait bien les protocoles, de faire le suivi de cette manière de faire, puisque la plupart des scientifiques tournent à bord de Tara. Et voilà, donc c'est un rôle pour moi qui est très intéressant d'être vraiment dans l'opérationnel sur le terrain. C'est ce qui m'a attiré en fait d'être sur le terrain. Et voilà, mais voilà, j'aurais pu continuer encore avec un doctorat pour être chercheur. Et donc le chercheur, lui, il va plutôt servir à analyser les données qu'on leur transmet nous, du coup, sur le terrain, et à écrire des publications scientifiques pour avancer sur des sujets bien précis. Voilà, Nathan, je ne sais pas si c'était clair, si j'ai répondu à ta question, et sinon tu peux me demander encore. Bah, aussi, et comment avez-vous pu faire partie de l'équipage de Tara? La deuxième question. C'était un travail de longue haleine. Ça faisait 10 ans que que je rêvais de venir sur Tara. Il n'y a pas beaucoup de place à bord pour les scientifiques comme pour les marins. Donc voilà, faut être patient, il faut attendre la bonne opportunité au bon moment. Et j'avais le profil qui correspondait assez au poste, je pense. Donc quand il y a eu une opportunité, j'ai sauté sur l'occasion et ça a fonctionné. Aussi, un conseil plus général pour vous, si vous êtes plusieurs lycéens, le réseau c'est très important. Moi, je pense que c'est aussi le réseau que j'avais créé qui m'a permis de rentrer dans la boucle. C'est très important d'avoir des bonnes compétences et un bon CV, mais le réseau, c'est-à-dire qui tu connais et est-ce que les gens te connaissent, c'est quelque chose de très important. Et sur Tara, je pense que c'est aussi quelque chose d'important qui fonctionne bien. Du coup, le premier pas, c'est évidemment, je pense, de prendre contact avec les équipes, par exemple, qui organisent les escales ouais, c'est ça, non? Ça dépend ce que tu veux faire, mais si c'est pour faire de la science, quand tu auras un peu plus de bagage scientifique, tu pourras te contacter des chercheurs impliqués dans Tara, te présenter, dire que tu es très motivé à venir travailler sur le bateau. Et puis ça prendra des mois, voire des années. Voilà, il faut avoir quand même le bon profil derrière, les bonnes compétences et les bonnes études. Ok, Ouais, ouais. merci. Je peux me permettre d'ajouter, tu vois, à Tara, on est plusieurs équipes et du coup, au pôle éducation,
Donc, une collègue et moi, on est deux à avoir pareil un cursus scientifique et on a toutes les deux fait un doctorat en sciences. Et du coup, tu vois, selon le parcours, on a une autre collègue qui a fait un master aussi en sciences. Selon le parcours que tu vas avoir, tu peux accéder à différents postes dans différents pôles de Tara et d'autres structures dans l'environnement. Donc, tant que tu es passionné par ce que tu fais, c'est le principal. Merci. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Virginie. Alors Virginie, elle pose une question à... ils ne doivent pas avoir de micro. Donc leur question, c'est comment le plancton est-il apparu et de quoi se nourrit-il? Léo, tu peux répondre peut-être. Alors, comment le plancton est apparu? Alors, c'est un peu l'histoire de la poule ou de l'œuf. Je pense que le plancton, à partir du moment où il a commencé à avoir de la vie, le plancton, j'imagine ça fait partie des premières formes de vie qui sont apparues sur Terre. Donc, c'est extrêmement, extrêmement vieux. Ça se compte je pense, en millions d'années, voire peut-être en milliards. Ouais, la vie est apparue dans les océans, hein, sur la planète Terre. La vie, ouais. Et c'était des bactéries marines. Voilà, après, pour le coup, je pense que je suis pas vraiment qualifié, mais c'est une question très difficile. L'apparition de la vie, ça fait partie un peu aussi de la magie, enfin pas de la magie, mais c'est partie des choses extrêmement intéressantes. Comment ça se fait qu'on a la chance d'avoir sur cette terre de la vie et d'être là, en fait. C'est presque métaphysique comme question. Et pour la question de quoi se nourrit le plancton? Alors, le plancton, je ne vais pas dire de bêtises, il se nourrit de choses encore plus petites qui sont dans l'eau, justement, qui sont constituées par le microbiome. Voilà. Et en fait, ça peut être on est à l'échelle des éléments, le fer, des choses comme ça et tout, non? Ouais, voilà. Donc dans le plancton, il y en a deux différents groupes. Donc, tu peux avoir le phytoplancton, qui est vraiment à la toute base de la chaîne alimentaire. Ce sont des microalgues en fait. Et les microalgues, elles vont récupérer des nutriments dans l'eau pour se développer. Donc elles ne mangent rien, elles vont récupérer les nutriments dans l'eau et faire de la photosynthèse, comme les arbres. Donc récupérer l'énergie du soleil pour se développer. C'est une invention géniale qu'on essaie de copier avec un peu les panneaux solaires. Voilà, mais le phytoplancton le fait très bien. Et ensuite, ils ont des prédateurs. Il y a le zooplancton, qui sont les animaux planctons. Le zooplancton, il va venir manger le phytoplancton. Alors ils peuvent le filtrer, ou alors ils peuvent le prédater, c'est-à-dire on a des vrais prédateurs microscopiques aussi qui chassent le phytoplancton dans les océans. Et donc là, avec le phytoplancton et le zooplancton, c'est vraiment le tout début de la chaîne alimentaire dans les océans. Et à partir de là, tu vas avoir des organismes de plus en plus gros qui vont manger le zooplancton, etc. pour finir avec des poissons qui peuvent faire plusieurs mètres de long, des baleines, des dauphins, et bien sûr nous. Donc la chaîne alimentaire et qui mange qui, pour le microbiome, c'est très important puisque ce sont eux qui sont à la base. Donc s'il n'y avait pas de microbiome, on ne pourrait pas manger de poisson, par exemple. Super, merci beaucoup. Alors, on va aller dans la classe de Catherine André. Donc, vous pouvez activer votre son, vous présenter et poser votre question. Alors, il faut activer le son. Je vous envoie une petite demande. Alors, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à me poser la question à l'écrit. Je vous envoie une demande d'activation du son. Donc, on réessayera tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais ah, si, ça a l'air de marcher. Vous nous entendez? Alors, Catherine, on ne vous entend pas. Donc, je vous invite à poser votre question à l'écrit. Je la poserai à Léo et Doug. Donc, on va aller dans la classe. Alors, de Maxime Flamand. Ça va? Bonjour. Ça vous a dormi dans Il faut activer votre son, pareil. Et si ça ne fonctionne pas comme... voilà, ça doit marcher. Vous nous entendez? Décidément, on a la poisse. Alors, Maxime, on ne vous entend pas. Bonjour. Bonjour. Ah, ça y est, on vous entend. Donc, il va falloir parler fort parce qu'on vous entend de loin. Je m'appelle Lily. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Et je voulais savoir comment vous récoltez l'eau pour les échantillons. Alors, Comment on Lina, récolte l'eau pour les c'est ça, c'est ça. Parfait. Comment on récolte l'eau pour les échantillons?
Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle une rosette. Je pense que Marine, elle doit avoir une photo. En fait, c'est un appareil qui a plusieurs, c'est des bouteilles en plastique, du coup. Et cet appareil, on le descend avec un treuil. On peut le descendre très profond dans l'océan. On peut savoir à quelle profondeur c'est. Donc là, vous voyez là, sur la photo, là, il y a ce qu'on voit d'en haut, les ronds, là, en fait, c'est des cylindres que l'eau peut traverser et on les ferme à la profondeur qu'on veut. Donc du coup, les scientifiques à bord, en fonction des paramètres qu'ils observent, donc température, salinité, oxygène dans l'eau, luminosité, du CO2 dissous, nutriments, ils décident ou pas si c'est intéressant de fermer la bouteille. Et donc, par exemple, sur une station, on va aller prendre des bouteilles très profondes et après, on ferme toutes les bouteilles en remontant. Donc, les dernières bouteilles, on les fait à quelques mètres sous la surface, voire au niveau de la surface. Et ça permet de faire ce qu'on appelle un profil en fait de la qualité et de qualifier l'eau en fait sur toute la profondeur. Donc ça, c'est pour récolter l'eau. Après, cette eau, elle est filtrée, elle est traitée. En fait, on essaye de concentrer l'eau et ce qu'il y a dedans ou de filtrer juste une certaine taille des animaux qui sont, enfin des organismes qui sont dedans. Ça, c'est pour l'eau. Et sinon, on a aussi d'autres systèmes. Ce sont les filets. Donc, il y a des filets, pareil, des filets donc, avec différentes tailles, différentes mailles de filets. Donc, des filets à 200 microns, des filets à 20 microns. Comme des crânes et ces filets, on peut les envoyer soit. Voilà, c'est exactement, c'est une épinette avec des mailles très fines. Et ça, ces filets, on peut les envoyer aussi à la profondeur qu'on veut ou les traîner en surface. Voilà, là, il y a un filet qu'on appelle le bongo. On le traîne en surface sur une certaine distance et avec la vitesse et la taille du filet, on sait combien d'eau a été filtrée dans le filet. Et au bout du filet, il y a un collecteur et dans ce collecteur, on récupère une espèce de, grossièrement, on peut dire une soupe. Donc c'est de la vie et c'est tout ce qu'il y a dans l'eau qui est très concentré. Et après ça, c'est la base sur laquelle vont travailler les scientifiques. Pour aller un peu plus loin, sur le bateau, en fait, on prépare surtout les échantillons. Ça veut dire que ces prélèvements qu'on fait, ils sont conditionnés dans des petites bouteilles. Il y a une partie des bouteilles qui sont congelées très très froid dans l'azote liquide. Il y a une partie des bouteilles où on fige la vie, en fait, on stoppe la vie avec des produits chimiques. Et tout ça, en fait, après, c'est conservé sur le bateau un certain temps jusqu'à ce qu'on arrive à un port. Voilà, merci pour les images. Là, vous voyez à droite, il y a une bouteille d'azote liquide, donc c'est très, très, très froid. Et après, en fait, on envoie tout ça au laboratoire. Et eux, les laboratoires, derrière, ils doivent dépouiller les échantillons. Ils doivent préparer les échantillons pour les analyser, pour mettre ça en données numériques, donc aussi que les ordinateurs puissent manipuler. Et voilà, donc c'est un peu ça le processus des échantillons. C'est quand ils ramènent les échantillons à terre. Voilà. Et donc, par exemple, il y a la chaîne du froid, ça veut dire que les échantillons qui sont dans le froid, immédiatement après avoir été récoltés, il faut qu'ils restent froids jusqu'à ce que le scientifique lui-même puisse l'étudier. Super, merci beaucoup. Léo. Est-ce que tu avais ta question? Merci. Merci à toi. Alors, tout à l'heure, dans la classe de Catherine Endo, où leur micro ne fonctionnait pas, j'ai une question d'Oumar qui demande pourquoi l'équipage change à chaque fois. Alors, en fait, l'équipage, derrière, c'est des humains, hein, et l'humain, il peut être très performant, mais il y a un moment où il est fatigué. Donc, en fait, on ne peut pas rester en permanence sur le bateau parce que je pense qu'à la fin, on serait beaucoup trop fatigué pour travailler correctement, il y aurait des accidents et tout. Donc, en fait, on est deux sur le même poste. Par exemple, il y a deux capitaines, il y a deux biologistes ou plus, et on se relaie. Donc, nous, on fait à peu près 3 mois. Donc, moi, je travaille 3 mois et après, il y a un autre mécanicien. On fait un jour ou deux ensemble, on se fait ce qu'on appelle une passation. On parle des problèmes en cours, des commandes, des histoires qui sont. Et après, c'est lui qui va travailler pendant 3 mois, pendant que moi, je serai en congé.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne aussi pareil pour les scientifiques. Il reste un certain nombre de semaines ou de mois à bord. Mon double, par exemple, il reste beaucoup à bord cette année-là. Ça marche, super, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Sabrina Renaud. Donc voilà, vous pouvez vous présenter et poser votre question à Léo et Doug. Alors Sabrina, je ne sais pas si vous nous entendez, ça a l'air bon de votre côté, mais on ne vous entend pas. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à poser votre question à l'écrit. Et du coup, on va en profiter pour changer de classe. On va aller dans la classe de Madame Charbonlage. Alors pareil, je vous envoie une demande d'activation du son. Voilà, Bonjour, bon, je m'appelle Lucas. Je m'appelle Lucas, j'ai 9 ans et je me demandais combien comptez-vous d'espèces microscopiques? Ouh là là. Bah, Lucas, merci pour ta question. Voilà, c'est bon, tu peux parler. En fait, on n'a pas tout à fait fini de répertorier le microbiome dans les océans. C'est un travail qui est toujours en cours. Donc, par exemple, avec Tara, on échantillonne la plupart des écosystèmes sur Terre. On essaye d'aller dans les pôles, là où il fait très froid. On va autour de l'équateur, là où il fait très chaud. On va dans les eaux salées, on va dans les eaux douces, dans les fleuves. On échantillonne de la surface jusque dans les abysses. Donc, on essaye d'avoir la plupart des écosystèmes différents. Et à chaque fois, on a du microbiome qui n'est pas encore décrit. Donc on l'a peut-être déjà échantillonné avant, mais on ne le connaît pas bien. Il n'est pas tout à fait décrit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nom attribué. On ne lui connaît pas encore sa fonction dans l'océan. Et donc c'est un travail qui est encore en cours, juste de répertorier toute cette vie-là. Alors je ne connais pas le chiffre exact, je ne l'ai pas en tête, mais je pense qu'on est sur des dizaines de milliers d'espèces. Ça marche, super, merci beaucoup. Alors, pardon, vas-y, je t'ai coupé. Tu veux poursuivre? Non, voire plus. Peut-être une idée, toi, Marine, du nombre d'espèces de microbiomes? Non, pas du tout, mais je pense que par exemple, c'est des milliards des milliards d'individus. Il faut imaginer que les océans, donc ça représente, je crois, 3/4 de la surface de la planète. Mais en volume, c'est énorme en fait. Disons qu'à la surface de la Terre, les bêtes qui vivent à la surface, sur la terre ferme, elles vivent principalement sur la surface. Il y a un peu des oiseaux, etc. Mais c'est surtout c'est une interface entre la terre et le ciel. Alors que l'océan, en fait, il y a vraiment de la vie dans toute la hauteur de l'océan. Il y a des endroits, il y a 8-10 km de hauteur d'eau. Et les milieux au fond des océans, ils sont aussi divers que sur la Terre. Ça veut dire que on a les mêmes variations d'espèces entre les rifs, là où il fait très très chaud, où il y a des eaux très chaudes qui sortent du centre de la Terre, ou les pôles où il fait très très froid. Enfin, la variété, elle est vraiment immense. Et moi, à mon sens, il y a encore plein de zones qui sont inexplorées. Donc, on est loin d'avoir tout découvert et surtout découvert tout ce qui peut être aussi utile pour nous. Parce que derrière, il y a la compréhension des océans, mais il y a aussi essayer d'en tirer des choses utiles dans les gènes qu'on découvre, des choses comme ça. Super, merci. Est-ce que ça répond à ta question? Alors, mince, je t'avais coupé le son, désolé, parce qu'il y avait un petit écho. Alors, voilà, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Merci à toi. Alors, on va essayer dans la classe de Sabrina Renaud. Donc, je pense que ça fonctionne. Le micro est vert de mon côté. Donc, normalement, c'est que tout marche. Est-ce que vous nous entendez? Alors, j'entends pas de son, malheureusement. Donc, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. En attendant, je vais prendre la question à l'écrit de la classe de Malika, qui demande: est-ce que le microbiome change avec le réchauffement climatique? Alors, oui, c'est évident qu'il change, il est affecté. En fait, la vie, c'est souvent une histoire d'équilibre. Donc, il suffit que, par exemple, que l'eau, elle monte de quelques degrés
et elle va tendre à beaucoup s'acidifier. Ça veut dire que je dis pas de bêtises, hein, Non, que ouais. le CO2, le CO2 dissous, enfin l'eau va être plus acide. Et une eau plus acide, par exemple, ça change carrément les possibilités pour le vivant d'être dedans. Donc oui, oui, le microbiome et tout ce qui est dans l'eau change avec le réchauffement climatique. Et c'est aussi ça qui est inquiétant parce que comme l'a dit Doug tout à l'heure, le microbiome, les êtres microscopiques dans l'eau, c'est la base du vivant, la base du poisson, la base de ce qu'on mange. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de peuples qui vivent au bord de l'eau. En fait, grosso modo, il y a, je sais pas le chiffre, mais il y a plus de gens qui vivent au bord de l'eau que de gens qui vivent au milieu des terres. Donc, ils sont très dépendants, en fait, de la pêche, de tout ça. Donc, c'est ça, en fait, on étudie vraiment le microscopique, mais qui, en fait, a une incidence énorme au niveau mondial. De la qualité, de la température, de l'acidité de l'eau et de ce qu'il y a dedans va dépendre aussi la capacité de l'océan à absorber le CO2 que l'homme produit en masse et la capacité à produire de l'oxygène dont on a besoin pour respirer. Donc on voit qu'en fait vraiment tout est lié, quoi. Et c'est ça qu'on étudie du coup en essayant de mieux comprendre ce qu'on appelle le microbiome. Merci Léo. Alors, la classe de Sabrina, donc effectivement, le micro ne marche pas, donc j'ai leur question à l'écrit. Ils demandent, est-ce que vous travaillez et vous explorez la nuit? Ah, c'est une très belle question. Bah alors, je vais parler de la science, mais Léo, il parlera du côté marin après, Ouais. si tu veux bien. Hein. Ah oui, oui. Ok. Alors, justement, on va commencer en partant de Salvador de Bahia. On va commencer également à travailler la nuit parce que les océans se structurent entre le jour et la nuit. Il n'y a pas les mêmes espèces aux mêmes endroits et les organismes qui sont présents n'expriment pas les mêmes gènes non plus, n'ont pas la même activité, un peu comme nous. Le jour et la nuit, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Et donc pour les océans, c'est pareil. Les organismes marins, le microbiome, les poissons n'ont pas du tout la même activité. Et c'est très intéressant d'étudier la différence entre le jour et la nuit. Et donc, on va faire des stations de nuit, c'est-à-dire qu'on commencera à travailler le soir vers 9 h et on travaillera toute la nuit jusqu'au petit matin. Voilà pour l'aspect science. Mais le bateau, que l'on fasse de la science ou pas, il a une très forte activité le jour et la nuit. Hein, Léo? Voilà, en fait, le bateau, il s'arrête jamais. C'est-à-dire que si on est en train de se déplacer en mer, il y a un système de quart. Donc, quand on dit qu'on fait le quart, c'est qu'en gros, on conduit le bateau, quoi. On est dans la timonerie, là où il y a les instruments de navigation, le radar, la carte et tout. Et puis, on vérifie que tout se passe bien, qu'on ne fonce pas sur une île ou sur un autre bateau. Et puis, du coup, les moteurs, ils tournent tout le temps aussi. Donc, on fait des rondes dans le bateau pour s'assurer que tout va bien. Donc, il y a toujours quelqu'un de réveillé sur le bateau, à moins qu'on soit au port, quoi. Et pour revenir sur la question, par exemple, je crois les calmars, c'est pour donner un exemple concret, eux, la journée, ils sont en profondeur, en fait, et la nuit, ils remontent manger en surface. Ils remontent manger en surface aussi parce que leur nourriture, probablement, est en surface. Donc, c'est vraiment, voilà, l'océan, le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est différent. C'est parfait pour le mot de la fin. Alors, je vais prendre une dernière Voilà. question pour enfin un quiz. Du coup, on va aller dans la classe de Stéphanie Legleux. Donc, on vous écoute. Alors, vous pouvez activer votre micro. Alors, il faut cliquer. Voilà, normalement, ça doit fonctionner. Vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis Kiara. Et est-ce que c'est possible de poser 3 questions? Alors, c'est comme le génie. Ouais, en fait, j'ai beaucoup de personnes après qui veulent en poser. Donc, on peut en poser une maintenant et après, on aura le temps d'en reposer d'autres. Mais je voudrais donner la parole à toutes les classes qui sont présentes pour qu'ils aient au moins le temps de poser une question à Léo et Doug. D'accord. Donc, ma question, c'était pourquoi est-ce qu'il y a un écrivain à bord? Alors, pourquoi pas, hein? Non, mais en fait, la volonté de la fondation, là, enfin des gens qui réfléchissent à comment opérer le bateau, là, c'est qu'il y ait c'est qu'il y ait vraiment une vie sympa à bord. Donc, nous, entre scientifiques et marins, on s'entraide. Ça veut dire que nous, on va les aider pour faire les protocoles, pour prélever de l'eau et tout.
eux, ils nous aident, les scientifiques aident les marins la nuit pour tenir le quart, pour pas être tout seul à s'occuper du bateau. Et puis, en fait, on aime toujours, déjà, il y a une sorte de journaliste à bord, un correspondant de bord qui raconte un peu ce qui se passe, qui fait des vidéos, des interviews. Et souvent, ça peut être un écrivain, ça peut être un musicien, ça peut être un plasticien, un artiste, et qui est là, qui lui, ça l'inspire. Et puis, ça permet d'avoir des échanges riches en tout point de vue entre les gens, entre les humains à bord, quoi. Donc là, actuellement, c'est plus un écrivain, c'est Manon. Manon, elle est plasticienne, donc elle produit des sculptures, des installations vidéo, des choses comme ça. Oui, voilà, en Si je fait. peux ajouter quelque chose. Vas-y. On a eu un écrivain, par exemple, qui est venu et il va écrire. Donc, il est venu à bord du bateau pendant 3 semaines. Et son travail, ce sera d'écrire une histoire autour du plancton. Et donc, son travail, par exemple, peut servir à rendre compte au grand public de qu'est-ce que le plancton, parce que c'est quelque chose qu'on connaît très mal. Il peut y avoir des romans sur les abeilles, des romans sur les fourmis, sur les arbres, mais des romans sur le plancton, à ma connaissance, il n'en existe pas. Et donc, ça sert à ça aussi de faire venir des artistes à bord du bateau. C'est pour donner une autre vision aussi au grand public des océans, puisque la science n'a pas vocation forcément à transmettre, à être la seule pour protéger l'océan, mais il y a aussi besoin de toutes tous les différents arts pour le faire, pour dévoiler la beauté des océans et la nécessité de les protéger. Et là-dessus, les artistes jouent un rôle important aussi pour le grand public. Super, merci beaucoup. Alors du coup, j'ai une question qui est sur combien vous êtes à bord et du coup, on va en profiter pour faire un petit quiz parce que j'ai justement une question là-dessus. Je vous invite, comme tout à l'heure, à vous rendre sur le site. Donc pour ceux qui nous ont rejoints un tout petit peu après, vous allez sur www.menti.com et vous rentrez le code 68 19 98 47. Et après avoir rempli ces codes, vous allez tomber sur cette photo de l'équipage et sur cette question qui est combien y a-t-il de membres d'équipage sur Tara? Et donc là, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Donc soit ils sont 10, soit ils sont 14, ou soit ils sont 18. Donc on a 4 votes pour 14. Ça s'enflamme. 5 votes, 6 votes pour 14, 1 vote pour 18. Alors on va attendre qu'il y ait plus de classes. On est à 18 classes aujourd'hui, donc on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de votants. Et ensuite, Léo et Doug, si vous pouvez leur donner la réponse, ce serait top. Alors on a une grande majorité pour 14. Je vois que vous suivez bien l'équipage et que vous êtes au courant de combien ils sont. Alors, 12, 13, bon super, on a une beaucoup plus grande majorité. Alors, Tout le monde a on va voté, s'arrêter. là? Ouais, alors ça continue, mais je pense qu'on est à peu près bon. Il manque 3 classes. Allez-y, donnez-nous la réponse. La tendance lourde, c'est 14, et effectivement, on est 14 à bord. Par le passé, on a été jusqu'à 16 à bord, parce qu'en fait, il y a 8 cabines où il y a 2 lits à chaque fois, donc 8 x 2, 16. Mais actuellement, il y a une cabine qui a été démontée pour en faire un laboratoire. Dedans, les scientifiques ont des instruments, des microscopes, de quoi filtrer l'eau, de quoi étudier en fait le microbiome. Donc là, actuellement, on est 14 à bord. Super, génial. Alors, nouvelle petite question, j'espère que vous êtes prêts. Alors, à votre avis, à quoi sert cet instrument scientifique? Léo, tout à l'heure, vous a parlé de la rosette et du filet Bongo. Oui, Bongo. Alors, quel est cet instrument? Alors, vous avez 3 possibles. Alors, à quoi sert cet instrument? Alors, il sert soit à collecter du plastique, soit à pêcher des poissons. Donc, je vous laisse voter. Ensuite, on demandera à l'équipage de répondre et ils pourront vous donner le nom de cet instrument. Donc, on a une majorité de plastique, 6 plastiques. Bon, alors pour l'instant, tout le monde vote pour le plastique. Est-ce qu'il y a encore une autre question derrière ou pas? Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, vas-y, tu peux Alors donner là la réponse. aussi, je crois que les gens, vous ne vous êtes pas trompés, ça sert bien à collecter du plastique. En fait, c'est un filet qu'on appelle le filet Manta.
il a la particularité de collecter ce qui est à la surface de l'eau. Donc, on sait que le plastique, en fait, quand il arrive en mer, et donc, soit il arrive en mer, directement en mer, soit il arrive par les fleuves ou par le vent ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, il est en surface parce qu'en fait, le plastique, l'immense majorité, c'est plus léger que l'eau. C'est une densité faible, moins de 1, donc il flotte. Après, on sait qu'il finit par sédimenter pour plein d'autres raisons, donc d'aller au fond de l'eau. Mais donc, ce filet, il nous permet de collecter les microplastiques, donc les plastiques de petite taille et aussi accessoirement les macroplastiques, mais ce n'est pas le but, qui sont en surface de l'eau. Et on fait ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce plastique. En fait, le plastique, il est assez rapidement colonisé par plein d'êtres vivants dans l'eau, donc des algues, du plancton, des choses comme ça. Et puis le plastique, il est problématique parce qu'il fixe aussi des polluants. Donc il attire des métaux lourds, il attire des hydrocarbures, etc. Et nous, on essaye de comprendre tout ce qui se passe à la surface de ce plastique. Voilà, on essaye dans un premier temps de comprendre et puis évidemment d'alerter, hein, parce que les chiffres sur le plastique, c'est alarmant. Il y a des études qui disent qu'un jour, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'eau en masse. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais c'est complètement fou. Bon, voilà. Donc, ça sert à essayer de collecter le plastique en surface. Super, bah bien, bravo à tous, tout le monde avait raison. Alors du coup, on va retourner sur les questions. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon, super. Alors maintenant, on va aller dans la classe des 6e C du collège Tabarly à la Baule. Donc j'active votre... Tu connais? Bah, Tabarly, c'est le navigateur Tabarly, si j'ai bien entendu, hein, ce que tu as dit. Alors, on va laisser la classe répondre, comme ça, on aura la réponse directement. Vous nous entendez à la Baule? Alors, votre micro est bien, normalement, ça doit fonctionner, donc parlez bien fort près du micro. Alors, on vous entend de très Alors, on entend un bruit très très loin, donc si ça ne fonctionne pas mieux, malheureusement, je vais devoir vous demander de poser votre question à l'écrit, parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas très très bien. Alors, du coup, on réessayera juste après. On va aller dans la classe de Christophe Thibault. Donc, Christophe, votre son a l'air de fonctionner. Enzo, bonjour. Bonjour, je m'appelle Enzo. Je suis en CM2 dans l'école de Jules Verne près de Nantes. Ma question est-ce que votre famille vous manque beaucoup? Eh bah, bonjour, oui, bah, notre famille, elle nous manque. Après, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens il y en a qui ont des enfants, il y a d'autres qui n'ont pas d'enfants. On a tous encore la chance d'avoir souvent des parents. Après, en fait, quand on travaille, c'est tellement intense, il y a tellement de choses à bord qui se passent tout le temps que nous, on n'a pas trop le temps il nous manque, mais c'est tenable. En fait, c'est plus dur pour les gens qui restent à terre et puis qui ont peut-être moins d'activité, moins d'animation. Voilà. Mais oui, il nous manque, bien sûr. Après, on a choisi. Après, quand on est à terre longtemps, on est vraiment à terre, on ne pense plus trop au travail, donc c'est cool. Et aussi, on peut dire qu'on est un bon équipage, voilà, on s'entend bien à bord et ça aide bien sûr. En fait, il y a une vraie vie à bord qui est incroyable parce qu'on partage tout. Donc c'est aussi une famille, en fait. C'est notre deuxième famille. L'équipage, le bateau. Merci. Merci pour votre réponse. Merci. Bah, Alors, du coup, on va réessayer dans le collège Tabarly. Voilà. Et si ça ne fonctionne pas, je vous invite à poser votre question à l'écrit. Et sinon, on ira dans une nouvelle classe. Alors, j'ai activé votre son à la Baule. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes là. Ah oui, on vous entend, je crois. La Baule. Non. Bon, bah désolé. Posez votre question à l'écrit. Ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression.
Donc, on va aller dans la classe d'Elsa Mourgo. Donc, j'active votre son. Vous pouvez vous présenter et poser votre question. Alors, si ça fonctionne, vous nous entendez? Bonjour, je m'appelle Louison, j'ai 8 ans. Comment communiquez-vous avec votre famille? Alors, bonjour Louison. Eh ben, en fait, un peu comme on fait en ce moment avec vous, c'est un bateau qui est bien équipé en termes de communication. Donc, on a une communication satellite en fait qui coûte assez cher d'ailleurs et qui permet d'avoir en fait Internet à bord. Donc, on s'en sert pas pour tout et n'importe quoi, mais on s'en sert pour les choses importantes, par exemple communiquer avec vous. Et puis, on a la possibilité d'avoir WhatsApp. Sûrement, tu connais WhatsApp. Donc, on peut envoyer des petits messages à notre famille ou faire un Skype de temps en temps. Voilà. Et ça, c'est assez récent. Ça veut dire qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'était pas comme ça. Sur les bateaux, on était plus isolés. On communiquait moins aussi. Comme tout le monde, on a beaucoup plus de communication qu'avant. Voilà. Ah, ça a coupé là, non? Vous avez entendu la réponse de Léo? Oui. Super, tant mieux. Alors, du coup, maintenant, on va aller dans la classe de Monsieur Reynaud. Alors, Madame, pardon. Frédéric Reynaud. Alors, on vous écoute. Oui, bonjour, je vous passe 3 élèves qui veulent absolument vous parler tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle. Alors, le son n'est pas très bon. Désolé, je n'ai pas compris la question. Ouais, le son n'est pas très bon. Si, réessayez, si ça ne fonctionne pas, on sera à l'écoute. Allô, oui. J'avais une question pour le mécanicien. Je sais pas, on m'a dit que vous l'avez dit au début peut-être, mais votre train de vie de mécanicien sur le bateau, c'est quoi? Alors, je suis désolé, j'entends pas bien et le son est pas bon. J'ai compris que c'était pour le mécanicien, mais j'entends pas la question. Le train de vie de mécanicien sur le bateau, comment ça se passe? Alors, je t'invite à poser ta question à l'écrit et on va la poser à Léo directement. Pose-la dans la partie. Parce que du coup, effectivement, on n'entend pas très bien. Ça fait comme un souffle. Donc, pose ta question à l'écrit. Comme ça, ouais, je vais couper votre son, ça fait un. Voilà. Alors, du coup, j'attends ta question. Je vais en prendre une autre en attendant. Alors, hop. Donc, on va retourner dans la classe de Saïda. Madame Anjar. J'active votre son. Allez, viens, oui. Alors, attendez. Hop. Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Je dis bonjour, je m'appelle Afnel. Bonjour, je m'appelle Afnel. Est-ce que vous travaillez le samedi et dimanche? C'est une bonne question et la réponse est oui. En fait, sur un bateau, on travaille tout le temps. En mer, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des samedis et des dimanches. Après, il y a des fois où on fait une journée un peu plus calme, mais c'est plutôt quand ça se présente qu'on a un peu de temps pour le faire en fait. C'est pas forcément calé sur l'agenda classique samedi-dimanche. Par exemple, si on fait une traversée où il fait mauvais temps, où on est pressé, où c'est un peu fatigant parce que le bateau bouge beaucoup, et quand on arrive et qu'on est à terre et qu'on se met au mouillage ou au port, on va essayer de faire une journée un peu plus calme pour se reposer. Mais c'est pas forcément un samedi ou un dimanche. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on va retester dans la classe de CM1, CM2 de l'école de Vieux-Boucau. Voilà, est-ce que vous nous entendez? Attends, ils vont voir qu'on n'a pas de micro. Ça fonctionne, c'est bien, on vous entend. Allô? Allô? Oui, on vous entend. Oui, vous nous entendez. Alors, on vous entend. Vous pouvez poser votre question. Je vous demande comment je ordinateur. Et toi? Bonjour, je m'appelle Lisa. Comment mangez-vous?
Ah, bonjour Lisa. Eh ben, qu'est-ce qu'on mange? On mange comme tout le monde. En fait, il y a Sophie qui est cuisinière en ce moment là. Et en fait, elle cuisine très bien matin, enfin midi et soir. Donc on mange plein de choses. Ça arrive qu'on ait la chance de pêcher quand on est en pleine mer. Donc dans ce cas-là, on a des voilà, vous voyez Sophie en photo. Voilà, c'est une cuisinière professionnelle qui est très très forte et qui en mange très très bien à bord en fait. On mange trop. C'est un des problèmes, c'est qu'on ne fait pas vraiment de sport de fond, d'endurance. Donc du coup, ceux qui ont tendance à prendre du poids, généralement, ils en prennent. Voilà, voilà, ça c'est une dorade. Voilà, après, on pêche pas, enfin, on pêche, ceux qui pêchent, pêchent par plaisir, mais on mange évidemment tout ce qu'on pêche, quoi. On respecte, quand on prend une vie, c'est pas pour rien, c'est pour la manger, quoi. Pour moi, c'est important de faire ça. Ça marche, merci Léo. J'espère que ça répond à ta question. Et alors, du coup, on va réessayer dans le collège de la Baule. J'ai l'impression que ça devrait marcher. Alors, on vous écoute. Le collège Tabarly. Vous nous entendez? Bon, j'ai l'impression que ça fonctionne toujours pas. Ben, c'est pas grave. Posez-nous votre question à l'écrit, puis comme ça, je la pose à Léo et Doug juste après. Et on va aller dans la classe de Madame Delumière. Alors, on vous écoute. Vous entendez? Bonjour. 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 Je suis Fantine en C1. Question pour le mécanicien. Oui. Si le moteur tombe en panne, est-ce que vous en avez un autre? Ah, eh ben, la réponse est un peu dans la question. Je vais couper votre micro comme il y a un petit... Voilà. Souvent sur les bateaux, ce qu'on fait, c'est que toutes les choses sont doublées. Donc et comme tu l'as dit, on a deux moteurs. Alors, ils sont en place, on n'amène pas l'autre moteur. Il y a deux moteurs sur le bateau. Pour faire l'électricité, on a 3 groupes électrogènes qui peuvent faire l'électricité. Des pompes, si jamais il y a un incendie ou qu'on a une voie d'eau, donc que le bateau commence à couler, on en a aussi 2 ou 3. Donc voilà, tout est doublé ou triplé pour la sécurité. Les radars aussi, c'est ça? Ouais. Pour la navigation, on a plusieurs radars, des radios, on en a plusieurs. Enfin, tout est en double. Et si on perd un scientifique, on le change, on le remplace. Il y en a d'autres aussi. Super. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Alors, je pense que oui. Et alors, du coup, hop, que je vous propose, je vais vous poser la question à l'écrit du collège Tabarly où ça ne fonctionnait pas, et qui est combien de temps vous faut-il pour préparer le bateau? Donc, j'imagine en amont des expéditions. Et bien, encore une question très pertinente. Alors là, c'était un peu spécial pour cette mission parce qu'en fait, la préparation de la mission, elle est tombée en même temps que le Covid. Et comme vous le savez, au début du Covid, là, il n'y a plus grand-chose qui marchait. Les magasins, enfin, tout le monde était tout était très compliqué. Donc, du coup, on a eu pas mal de temps pour la préparer, cette mission. Mais c'est plusieurs mois. Ça veut dire que en fait, il y a tout ce qui est entretien du bateau. Donc le bateau, une fois qu'on a navigué 1 an ou 2, il faut le sortir de l'eau, le nettoyer. Il y a toujours des choses à changer, des choses à réparer parce que c'est un bateau qui a 30 ans. Donc des fois, on change des bouts ça peut être des bouts de tôle quelque part. Ça peut être changer les câbles qui tiennent les mâts, qu'on appelle des haubans. Donc il y a du travail sur le bateau. Il y a du travail pour préparer la partie scientifique. Donc, c'est amener des nouveaux instruments à bord, c'est faire des nouveaux câblages électriques, amener de l'eau, de l'électricité dans les labos, changer des pompes qui ont fonctionné pendant la mission d'avant, mettre en place les systèmes de filtration. Enfin, il y a beaucoup de choses à préparer et donc ça prend souvent plusieurs mois. Super, merci pour la... Voilà. On voit sur la photo, ça c'est l'autre mécanicien.
Et en fait, c'est ça, c'est un bateau où il y a énormément de choses dans un tout petit espace. Donc souvent, pour accéder aux tuyaux, au système, aux pompes et tout, il faut vraiment donner de sa personne, hein, comme là. Donc se glisser dans des petits trous. Voilà, on travaille beaucoup avec des frontales. Et il ne faut pas être claustrophobe. Voilà. Super, merci Léo pour la réponse. Alors du coup, pour terminer ce direct, je vous invite à vous rendre une dernière fois. Alors, mince, pourquoi je ne vois plus mon écran? Alors, voilà. Et du coup, j'ai une dernière. C'est pas une question cette fois-ci, c'est vous qui pouvez dire un petit mot à l'équipage pour leur dire ce que vous avez ce que vous avez le plus aimé dans cet échange. Donc, vous pouvez mettre un mot. Je crois que vous pouvez même mettre 3 fois un mot. Et du coup, vous pouvez écrire ce que vous avez le plus aimé dans l'échange avec Léo et Doug. Et ça va apparaître à l'écran. Donc, je vous invite du coup à vous rendre sur le même site, menti.com, avec le même code que tout à l'heure. Et du coup, la dernière question, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cet échange avec Léo et Doug? Je peux fermer ça, oui. Et ben, en tout cas, moi, je voudrais vous remercier tous de nous suivre et de nous soutenir. Bah, nous, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir ces instants d'échange avec les classes et de se dire qu'il y a plein de gens intéressés et motivés pour continuer à faire la recherche. Et puis, bah, Marine, merci beaucoup aussi d'animer. Et puis, c'est pas toujours facile avec la connexion au début. Là, voilà. Merci beaucoup à tous. Pas de souci. Alors, vous commencez à avoir des petits messages qui apparaissent. Donc, ils vous disent merci, ils étaient contents, c'était hyper intéressant. Vous avez appris des choses sur le microbiome. Oula, ça change de côté. Alors, vous avez fait la connaissance, ils ont pu vous voir. Super. Vous n'avez pas répondu là. Ah ouais. Ouais, il y a une question qu'on a loupée. Ah oui, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. On n'entendait pas bien d'un garçon. De toute façon, j'ai énormément de questions encore, mais vous avez vu, du coup, ça passe très très vite et forcément, on a plein de questions à poser à l'équipage. Je vous invite à suivre l'équipage de Tara et vous devriez recevoir des réponses dans les différentes opérations qu'on vous propose. En tout cas, je ne vous retiens pas plus longtemps, donc merci beaucoup à tous d'avoir participé et à bientôt, j'espère, pour de futurs échanges. Merci à tous.